Cette séance est une séance importante et donc on va tâcher de la tenir dans la sérénité et avec le temps qui convient et en y passant le temps qu'il faut. Monsieur Sahraoui devant nous quitter, j'imagine pour des raisons totalement personnelles, avant la fin de cette séance. Non, mais elles sont indépendantes de l'actualité. C'est Monsieur Sora qui assurera le secrétariat de séance. Et du coup, je lui demande de bien vouloir procéder à l'appel nominal. Gachon Loïc. Présent. Mondoloni Jean-Claude. Présent. Xurka Marilyn absente. Pourvoir Daniel Amar. C'est moi qui le dis ou pas? Si tu peux, c'est très bien. Pourvoir Daniel Amar. Amar Daniel. Présent. Morbelli Pascal. Mersali Malik. En retard. Cuilière Nadine. Gardiol Philippe. Atta Flalia absente. Pouvoir Nadine Cuilière. Porte Henri Michel. Nersessian Jean. Michel Jean-Pierre. Desclous Odette. Piquet Michel absent. Pouvoir Rosadoni. Oui, Michel Piquet a perdu sa maman cette semaine et donc nos condoléances l'accompagnent en cet moment difficile. Renaudin Michel. J'imagine en retard aussi. Oulier Gérard. Amoutéré Bernadette. Michel Marie-Claude absente. Pouvoir Jean-Pierre Michel. Rafia Kadija. Rosadoni Amélie. Bertola Zani. De Souza Frédéric. Rovarino Isabelle absente. Pouvoir Jean-Claude Mondoloni. Chauvin Isabelle. Lénert Katia. En retard, mais en attendant pouvoir Pascal Morbelli. Gesné David. Sora Didier présent. Mangeau Julien. Présent. Caruso Julie absente. Pouvoir Odette Desclous. Sahraoui Malik. Ferral Patrick. Aliot Xavier absent. Pouvoir Ferral. Bossia Hervé. Saint Véronique. D'accord. Sanchez Philippe. Gachet Jean-Pierre. Alors, je ne sais pas combien... Ouais. Ah, parce que vous êtes déjà avec Madame Conticello, en fait. D'accord. Donc, très bien. Donc, absent, vous prenez le pouvoir de qui, en fait? De monsieur. C'est bon? C'est égal. Et Borelli Christian. Absent. Très bien, merci Monsieur Sora. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous devions installer une nouvelle conseillère municipale, remplacement d'Irène Joniot, démissionnaire, appelée à siéger Madame Gabrielle Coulon, qui n'est pas présente et qui a priori ne souhaite pas siéger. Il faudra qu'elle nous fasse parvenir sa démission officielle pour que nous puissions appeler les suivants. Oui, Monsieur Sanchez. Déménagée à Rognac, et bon, elle sera pas... Elle préfère ne pas siéger parce que comme elle sera pas trop présente. Et le suivant également présentera sa démission puisqu'il est chauffeur routier, il sera pas trop présent. Et ça sera Madame Patricia Piombino qui viendra au prochain conseil, le temps que je récupère les deux démissions Très bien. Des deux personnes qui ont été nommées. Très bien, si vous nous les faites parvenir, on pourra convoquer le suivant sur la liste. Mais le cas échéant, on n'a pas d'autre solution que de convoquer l'élu suivant sur la liste jusqu'à ce qu'on ait sa démission. Voilà, c'est la règle est ainsi faite. Oui, on peut poursuivre par les approbations de PV du 13 octobre. Est-ce qu'il appelle des observations?
Pas d'observation. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Et le rapport sur les décisions du maire, y a-t-il des questions? Monsieur Sanchez. Oui, donc bonsoir à tous. Donc effectivement, oui, vous nous présentez une quinzaine de décisions du maire, avec très peu de... Bon, il n'y a pas beaucoup d'explications en ce qui concerne, par exemple, les désignations d'avocats, au point, le point G, H, I, il y en a d'autres, le point N aussi. Donc on ne sait pas pourquoi Madame Bibi a porté plainte au point la désignation d'avocat G. Ensuite au I aussi, donc Madame Bess et Monsieur Bess, on ne sait pas pourquoi ils interpellent la justice. Et également Monsieur Bouygues Cédric et Monsieur Herberger Johan, Madame Attard. On ne connaît pas les raisons. Pareil pour au point N aussi, Sophien Gamaz. Par contre, pour le point O, bon, on sait que c'est la seule qui est expliquée, hein, puisqu'on a une désignation d'avocat pour les gens du voyage, qui occupent également des espaces communaux au boulevard de l'Europe et à l'avenue de Bruxelles. Là, c'est expliqué. Par contre, les autres, c'est pas expliqué. Ensuite, le point B aussi, si vous pouvez nous donner quelques explications aussi sur la régie des recettes des sports. Puisque après, il a été décidé de clôturer la régie des recettes des sports à compter du 2 septembre et qu'après, il n'y aura plus d'encaissement à côté de cette date. Donc, on voulait savoir ce qui se passait après. Ensuite, au point C, donc c'est la présidente du club de volleyball donc il y a 2 logements, donc pour 100 € par logement. Et pourquoi la suivante, Madame Odette Martinez, donc elle a un logement, mais qui est beaucoup plus... elle doit payer 479 € par mois. Est-ce que c'est par rapport au logement qui est plus petit pour la présidente du club de volleyball, pardon. Voilà, toutes ces explications, si vous pouvez nous donner, s'il vous plaît. Ok, on va les remettre dans l'ordre si vous voulez bien. Le C, le B tout d'abord, la régie de recettes des sports. Il s'agit d'une clôture de régie de recettes parce que désormais c'est le guichet unique qui procédera aux encaissements pour le compte de la direction des sports. Et donc il n'y a plus lieu d'avoir une régie de recettes à la direction des sports. Le point C, les logements mis à disposition du club de volley sont en fait à vocation d'héberger des joueuses du club et non pas à titre de logement pour la présidente. Et donc à ce titre, il s'agit d'un soutien à ce club qui évolue en National 2 aujourd'hui avec une part de son effectif qui est semi-professionnelle. Donc il s'agit bien d'une aide en nature, non pas totale sur le prix du loyer, mais partielle pour le club. En revanche, le point D concerne un bail qui est transféré d'un agent sur un autre agent, en l'occurrence monsieur Martinez étant décédé, Madame Martinez souhaite poursuivre dans ce logement et donc il convient de passer le bail sur cette personne et donc le loyer, là c'est un loyer à titre de logement principal et il est conforme à tous les loyers que nous avons pour du logement principal en direction de nos agents ou des personnels de l'éducation nationale. Sur les questions de désignation d'avocats, en fait, il suffit d'aller voir le contenu des dossiers hein, qui est disponible au service du conseil municipal et dans lequel il est explicité les motifs de ces désignations d'avocats de manière plus complète que sur le rapport que vous avez chaque mois. En l'occurrence, le point G concerne un contentieux RH, le point H concerne le point H et le point I concerne des contentieux urbanisme, ainsi que le point N, qui concerne aussi un point d'urbanisme qui est le même d'ailleurs que le point H. Voilà. Si vous voulez plus de précision, c'est donc des permis de construire qui sont attaqués, un qui est attaqué qui se retrouve qui est sur le boulevard Henri Loubet, et l'autre qui est attaqué sur l'avenue de Saint-Germain. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les décisions du maire?
Alors, on passe à l'ordre du jour proprement dit. Alors, avec une information préalable, il me semble qu'on a un retrait de délibération. Le point 46 est retiré. Le projet de convention cadre afférent à ce point n'étant pas abouti à ce stade, on le présentera lors d'un conseil ultérieur. Le point 1, c'est l'information du conseil sur les marchés publics. Est-ce que ça appelle des questions ? On passe au vote. Le vote est ouvert. Je vous remercie. Le point 2 qui concerne l'allocation de vétérance aux anciens sapeurs-pompiers à l'époque où les pompiers étaient communaux. Il en reste 2. Et on vous propose de leur verser 367,15 € conformément au montant de cette allocation. Des questions, des observations ? Passe au vote. Le vote est ouvert. Je vous remercie. Le point 3 concerne notre contrat d'assurance des risques statutaires 23-26 que nous passons dans le cadre d'un groupement de commandes avec le CDG 13. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions ? On passe au vote. Le vote est ouvert. Je vous remercie. Le point 4 concerne l'indemnité des membres du conseil municipal pour l'exercice 2023, totalement conforme à la délibération que nous avons votée au dernier conseil municipal, mais pour l'année prochaine. Des questions, des observations ? Monsieur Sanchez. Oui, donc c'est un décret, donc on est obligé de suivre, donc on votera pour cette augmentation. Enfin, mais que, Il n'y a bon, pas d'augmentation en l'occurrence, hein, on l'a déjà oui, voté. Oui, vous avez l'évolution. déjà voté, bon, mais le fait est que les indemnités augmentent. Bon, moi je trouve que compte tenu du contexte économique, voilà, des difficultés qu'ont les vitrolés à joindre les deux bouts, enfin, etc. Compte tenu du contexte, je trouve que c'est un peu déplacé de s'augmenter. Bon, moi, je voudrais indiquer quand même aux vitrolés, le jour où on sera élu, moi, je diminuerai de 10% mon indemnité, ainsi que celle de tous les conseillers municipaux qui seront avec moi. Voilà. Après, ça, c'est un décret, donc on est obligé de suivre, donc on votera pour. Mais je tenais à le signaler. Voilà. Très bien. On passe au vote. Le vote est ouvert. Je vous remercie. Le point 5, convention d'adhésion au secrétariat du conseil médical placé auprès du CDG 13. Des questions, des observations ? On passe au vote. Le vote est ouvert. Monsieur Gesnet. Limité. Je vous remercie. Le point 6 concerne l'évolution, transformation, création de postes avec le tableau habituel. Y a-t-il des questions, des observations ? On passe au vote. Le vote est ouvert. Dernière session, s'il vous plaît. 30 pour, 7 abstentions. Bien. Les points 7 et 8 concernent la mise à jour des représentations du groupe RN au sein de la commission municipale numéro 1 ainsi que conseil d'administration du CCAS. Je crois avoir compris que c'est vous, Monsieur Sanchez, qui briguiez ces deux représentations. Donc, je signale à l'Assemblée, donc Irène Joniot a démissionné, bien évidemment, parce qu'elle déménage. Elle déménage en Savoie. Donc, d'abord, elle n'a pas démissionné comme ça.
Et d'ailleurs, je salue Irène qui a travaillé avec nous avec beaucoup d'ardeur et beaucoup d'efficacité. Et je la remercie pour le travail qu'elle a fait. Voilà, donc je me propose de la remplacer pour la commission et pour le CCAS. Très bien. Donc on passe au vote. Il s'agit de revoter du coup l'ensemble des représentations du Conseil. Au point 7 pour la commission numéro 1. Vote est ouvert. Unanimité. Et également pour, je vous remercie également pour le conseil d'administration du CCAS. Vote est ouvert. Merci bien. Nous passons au point 9. Il s'agit d'adopter à compter du 1er janvier 2023 la nomenclature budgétaire comptable M57 en lieu et place de la fameuse nomenclature M14. C'est une obligation qui est faite aux communes, aux collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2024. Mais dans la mesure où nous sommes prêts et où l'État prévoit une montée progressive, nous vous proposons de passer à cette nomenclature à compter du 1er janvier 2023. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? On passe au vote. Vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 10, il s'agit de demande de subvention auprès du Conseil régional pour une assistance à maîtrise d'ouvrage juridique sur la constitution d'une communauté d'énergie renouvelable basée sur des opérations d'autoconsommation collective photovoltaïque identifiées sur la commune. Donc cette assistance à maîtrise d'ouvrage a été enclenchée. Nous demandons à la région de nous aider financièrement pour la financer. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Vote est ouvert. Salut l'arrivée de Madame Lénert. Je vous remercie. Tant qu'on met à jour le tableau des votants, le point 11 concerne la répartition de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation de solidarité urbaine pour 2021, avec donc un an de retard. Il s'agit, comme chaque année, de vous présenter les éléments financiers qui concourent à la cohésion sociale sur le territoire et qui dépassent de très loin ce que l'État nous alloue en la matière et qui nous permet très largement de justifier des sommes que l'État nous alloue au travers de la DGF et la DSU. Des remarques, des observations? Il n'y en a pas. Passe au vote. Vote est ouvert. Lénert, s'il vous plaît, Monsieur Sanchez. Je vous remercie. Le point 12, comme chaque année, il convient que nous toilettions les provisions pour risques et dépréciation dans notre budget principal. Là, il s'agit de reprendre des provisions à hauteur de 13 500 €. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Vote est ouvert. J'ai dit deux mots sur le tarif. Unanimité. Je vous remercie. Point 13, il s'agit des tarifs publics 2023 avec
quelques menues augmentations par rapport au coût de ces inférieur à coût de l'inflation et sur les différents tarifs concernés. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Passe au vote. Le vote est ouvert. Il y en a qui ne veulent pas rater le coup d'envoi. Monsieur Ferral, s'il vous plaît, Monsieur Bossia, Monsieur De Souza. Je vous remercie. Le point 14, c'est une demande de subvention auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur l'aide aux équipements de sécurité publique. Vous avez la liste des équipements pour lesquels nous demandons le soutien du département. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. Passe au vote. Le vote est ouvert. Je vous remercie. Le point 15, c'est, comme vous le savez, chaque année, nous devons autoriser les dépenses d'investissement avant le vote du budget qui interviendra fin mars à hauteur de 3/12 de chaque enveloppe. Et c'est l'objet de cette délibération et du tableau qui y est annexé. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Le tableau n'y était pas. C'était une masse globale. Non délibéré quand même. On passe au vote. Le vote est ouvert. Pas de cause, sous abstention. Je vous remercie. Le point 16 concerne l'avenant numéro 5 à la convention de gestion des zones d'activité que nous exerçons au titre de la métropole, pour le compte de la métropole. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? On passe au vote. Le vote est ouvert. Monsieur Sanchez, on peut finir de voter? Je vous donne la parole juste après. Bien limité. Je vous remercie. C'est sur ce point ou c'est sur le point suivant? Ah ouais, je vais- Sur ce point, Monsieur Sanchez, vous avez la parole. Voilà, il y a des compétences que la métropole récupère, d'autres qu'on prend. Est-ce qu'à chaque fois qu'on récupère des compétences, est-ce qu'on récupère bien un budget qui va avec? Ça, c'est quand même Alors, important de le savoir. Eh oui, c'est important de le savoir. En fait, c'est l'objet exactement de la délibération que vous venez de voter, Oui. puisque la convention de gestion de zone d'activité prévoit justement que la métropole nous paye les dépenses que nous exerçons, que nous engageons pour son compte dans la gestion des zones d'activité qui sont de sa compétence. Donc c'est exactement de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de nouvelles compétences qui soient dévolues à la métropole, en tout cas a priori, mais on verra au point suivant. Mais ça, il s'agit de compétences qui sont transférées depuis parfois plusieurs années et où nous continuons à exercer la compétence pour le compte de la métropole. D'accord. Le point 17 est une délibération importante qui sera votée parallèlement dans toutes les communes de la métropole et qui sera votée demain en conseil métropolitain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons un conseil mercredi soir, ce qui n'est pas usuel. Pardon. Définition de l'intérêt métropolitain. En l'occurrence, vous le savez peut-être, m'étouffer. Vous le savez peut-être, la métropole est censée être compétente en matière de voirie et d'accessoires de voirie, c'est-à-dire d'espace public. Tout l'ensemble des voiries et l'ensemble des accessoires de la voirie, c'est-à-dire éclairage public, trottoirs, pistes cyclables et autres, et espaces verts qui longent les voies. Ça, c'est le cadre général. Nous pouvons, si nous le souhaitons,
délibérer de manière conforme avec une majorité qualifiée au sein de la métropole pour définir un intérêt métropolitain différent et laisser cette compétence aux communes qui le souhaiteraient. C'est l'objet de la présente délibération, puisque la délibération en question, qui doit être prise avant le 31 décembre 2022, prévoit que pour toutes les communes de la métropole, à l'exception des communes de l'ancien territoire Marseille-Provence, c'est-à-dire les 12 ou 13, je ne sais plus combien elles sont, communes autour de Marseille, et les communes de l'ancien territoire du SAN-Ouest-Provence, à l'exception de Fos-sur-Mer, toutes les communes de la métropole conservent la compétence voirie. Les susnommées, donc les communes de l'ex-espace MPM et les communes du SAN, moins Fos, transfèrent leurs compétences à la métropole. Donc c'est leur choix, et la proposition qui est faite, c'est de l'entériner aujourd'hui et de l'entériner à nouveau demain au Conseil de métropole. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations ? Juste un petit élément de contexte, c'est que, évidemment, ça se vote à la majorité qualifiée et l'avis favorable de la ville de Marseille est requis, du Conseil de Marseille est requis pour pouvoir voter l'intérêt métropolitain. Si ça n'était pas le cas, alors l'intérêt métropolitain tomberait et il conviendrait que la compétence générale, la règle générale s'applique, c'est-à-dire que nous remontions obligatoirement la compétence voirie à la métropole. A priori, un accord a été trouvé avec la ville de Marseille qui souhaitait initialement reprendre cette compétence et demain, on devrait acter cette délibération et donc le maintien de la compétence voirie sur les communes qui le souhaitent. Monsieur Sanchez, vous avez demandé la parole? Non? On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 18, il est un peu parallèle au point 16, puisqu'il s'agit de la convention de délégation de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines. Là aussi, compétence métropolitaine que nous exerçons pour le compte de la métropole. Et cette convention prévoit aussi les éléments financiers qui nous lient à la métropole. Question? On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. À ce stade, au point 19, on va vous présenter la convention territoriale globale de services aux familles de Berlétan-Vitrolles pour 2022-2026. Je vais laisser la parole à Mme Cuillère et on a un petit PowerPoint pour que tout le monde repère de quoi il s'agit. Document stratégique important. Merci, monsieur le maire. Bon, je vais tenter d'être synthétique quand même sur cette convention territoriale globale Vitrolles-Berlétan. Donc c'est une nouvelle contractualisation avec la caisse d'allocation familiale et ça vient remplacer notre ancien CEJ, contrat enfance-jeunesse, dont on a voté plusieurs fois des avenants pour continuer à contractualiser avec la CAF puisqu'il devait s'arrêter en 2021. Donc nous avons déjà continué à travailler et à partir de février 2023, on a cette CTG, donc une convention de partenariat qui est conclue pour 5 ans entre les villes de Vitrolles, de Berlétan et la CAF. Donc au départ, on s'était un peu interpellé sur cette nouvelle modalité de travail puisqu'on allait devoir croiser nos regards avec une ville voisine qui est la commune de Berre, mais au final, ça nous a permis de mutualiser nos pratiques, d'échanger et d'avancer en commun sur des projets qui restent quand même des projets spécifiques à chaque commune, même si on a une ingénierie qui reste partagée. Alors, territoriale, je viens de vous le dire, puisqu'elle va s'adapter malgré tout à chacun de nos territoires et à nos spécificités, puisqu'on a déjà
toutes et tous bien travaillé autour de cette convention. Hein. Ce sont des projets qui existent déjà et des projets innovants qui vont être montés. Et tu m'as sauté global, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. C'est un peu grave. Bon, laisse-moi. Non, ça s'arrête pas là. Voilà, la CTG, donc vous voyez, couvre des champs très très larges d'intervention. Hein. Ce sont les champs de notre ancien CEJ et un élargissement autour de plusieurs autres directions. Donc ça entre dans les champs de l'enfance, de la petite enfance et de la jeunesse. Donc ça, c'était ce qui définissait le CEJ. Donc là, on peut parler de développement et de suivi d'équipement, de différents appels à projets, par exemple du plan mercredi, on en parlera dans la délibération suivante. Dans le champ du handicap, hein, donc, où on travaille à comment mieux accueillir les enfants porteurs de handicap dans toutes les structures collectives. Des actions autour du soutien à la parentalité, hein, donc, où on va accompagner les familles dans la mise en œuvre d'ateliers parents-enfants, dans la mise en œuvre de l'accompagnement à la scolarité, d'autres actions dans le cadre du logement et du cadre de vie, hein, où on va réfléchir à la lutte contre le logement non décent, à l'accompagnement des familles dans la prévention des impayés de loyer, là, ça ce sont que quelques exemples, dans l'animation de la vie sociale. Hein, donc ce sont tous les projets qu'on mène avec les centres sociaux et tous les espaces de vie sociale. Et sur l'accès aux droits et l'inclusion numérique, hein, ce sont des actions de prévention dans les champs de la santé, de l'hygiène, l'utilisation des écrans par exemple, comment favoriser l'accès au numérique, comment favoriser l'accès aux différents services publics. Donc vous voyez bien que ce travail va se faire en collaboration avec différentes DGA, hein, autant avec la DGA Enfance, Sport, Culture, que celle de la direction de la solidarité et le CCAS. Voilà. Donc les principaux enjeux, hein, donc c'est l'articulation des dispositifs au service du projet de notre territoire, l'adaptation et le développement de notre offre toujours aux spécificités de notre territoire et l'accès aux droits et aux services pour tous. Alors le but c'est quand même de pérenniser tout ce que l'on fait puisque tout le travail qu'on a déjà mis en œuvre dans ces champs-là a souvent été souligné et déjà bien avancé. Une mutualisation de nos moyens et un renforcement de notre partenariat avec la CAF pour pouvoir continuer à travailler sur ces projets. Voilà. Vous voyez, je suis assez rapide. Donc pour conclure, vous voyez, c'est un projet qui est assez transversal, hein, puisqu'il touche divers domaines et donc diverses directions de notre commune. Il est partenarial avec la ville de Berre parce qu'on se rencontre pour réfléchir et pour monter des projets et des actions qui seront aussi bien menées sur Berre que sur Vitrolles. C'est une nouvelle contractualisation qui est au plus près du besoin des habitants, hein, puisqu'on réfléchit vraiment à partir de diagnostics qui a été posé sur notre territoire et une valorisation des projets portés par la ville dans le cadre de notre CTG. Voilà. Elle se concrétisera, cette CTG, par une signature au mois de février 2023 et elle est quand même, il faut le dire, un levier indéniable pour la réécriture de notre projet éducatif local que nous sommes en train de réécrire. Nous avons eu une grande concertation le 29 novembre pour démarrer ce nouveau PEDT. Voilà. Si vous avez des questions ou des précisions, je peux essayer d'y répondre. Merci, Madame Cuillère. Questions, observations? C'est une délibération importante parce que derrière des orientations générales, il y a des financements importants que nous verse la CAF sur notre politique aujourd'hui petite enfance et loisirs. C'est maintenant au sein de cette convention territoriale globale que seront alloués ces crédits. On peut passer au vote du coup. Madame Chauvin, s'il vous plaît.
Unanimité. Je vous remercie. Le point 20 concerne là aussi la CAF, on en a quelques-uns. Des points, là c'est pour les centres de loisirs, enfin les ALSH, et le financement de la prestation de services d'accueil de loisirs sans hébergement. Des questions? On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Merci. Le 21 concerne le renouvellement de la convention qui nous lie à la crèche des Petits Chaperons Rouges sur Couperigne, dans lequel nous sommes allocataires de 3 berceaux. J'aurais même des clous, mais je crois que c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 22 concerne la modification du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant conformément au Code de la santé publique. C'est bien la moindre des choses. Est-ce qu'il y a des précisions à apporter? Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? On passe au vote. Le vote est ouvert. Ah, il y a une question, Monsieur Ferral. Est-ce qu'elle est... Alors, si ça ne remet pas en cause le vote, je vous propose qu'on finisse de voter. Je vous donne la parole juste après. Je termine le vote. Madame Amou. Unanimité. Merci, Monsieur Ferral, vous avez la parole. Oui, c'était juste pour signaler que dans la commission, j'avais demandé d'avoir le règlement pour pouvoir le consulter avant le conseil municipal. Et donc, je vais l'attendre. Ah, c'est tout. Le règlement intérieur de la petite enfance? Tout à fait. Très bien. Madame Dridi a noté et s'occupe de vous faire parvenir ça. Merci. Nous passons donc au point 23. 23. Donc c'est sans doute le dernier avenant à notre contrat enfance-jeunesse. La CAF, vous voyez que c'est des documents qui vieillissent parce qu'on passe des avenants très très régulièrement. J'espère que l'apparition de la CTG ralentira le rythme des avenants. Mais là, en tout cas, pour le contrat enfance-jeunesse, c'est le dernier. Est-ce qu'il y a des questions sur cet avenant? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 24 concerne toujours la CAF et le financement de notre ludothèque municipale. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 25 va nécessiter à nouveau une halte. Je donne la parole. Il s'agit de la fusion sur le groupe scolaire Prairial des groupes scolaires Gauguin et Prairial pour la rentrée 2023-2024. La parole à Monsieur Mondoloni et à Mme Cuillère dans l'ordre qui vous convient. Monsieur Mondoloni pour commencer. Très bien, merci Monsieur le maire. Avant un préambule, comme vous le savez, on a déjà fermé sur Vitrolles 3 écoles. La Pierre élémentaire, Picasso maternelle, pour fusionner les 2 écoles, La Pierre maternelle maintenant et Picasso élémentaire, uniquement élémentaire maintenant. Et on a fermé également une école au quartier des Pins, puisqu'il n'y a plus qu'une école maternelle au quartier des Pins. Je crois que c'est l'école maternelle Pergaud. Pardon, il y a 2 écoles maternelles, on a fermé l'école élémentaire Pergaud. Alors, il y a 2 raisons à ça. D'abord, pour rationaliser nos bâtiments communaux, de façon à ce qu'on n'utilise pas des bâtiments, beaucoup trop de bâtiments. Et ensuite, parce qu'on a une baisse constante des effectifs, ce qui fait qu'on a des écoles qui perdent des classes chaque année. Et il est difficile, dans ces conditions-là, d'organiser
pour les enseignants et pour l'éducation nationale et pour nous-mêmes, des enseignements qui soient cohérents. Sur le centre-ville, la concentration de 6 groupes scolaires dans le périmètre restreint du centre-ville, associée à la baisse constante des effectifs et des fermetures de classes constatées ces dernières années, conduit la ville à envisager la fermeture d'une école primaire. Le choix du groupe scolaire Paul Gauguin s'est imposé eu égard à plusieurs indicateurs. La nécessité de rationaliser les dépenses des collectivités. Ce bâtiment nécessite des investissements très lourds. Il y a des fuites dans la toiture, il y a la mise aux normes en termes d'accessibilité. Pour ceux qui ne connaissent pas l'école, même y compris dans les classes, il y a des espèces d'estrades, mais pas des estrades au milieu de la classe. Hein. Et ce qui, pour des enfants à mobilité réduite, pose des petits problèmes et des problèmes de sécurité également. Les écoles Gauguin et Prairial sont espacées de 150 mètres et sont de taille équivalente. L'élémentaire Prairial, qui compte 6 classes aujourd'hui, en a compté jusqu'à 11. Et quand j'ai été nommé sur cette école, parce que j'étais directeur de cette école, il y en avait 10 à l'époque. C'est dans les années 90. Hein. Actuellement, donc, il n'y en a plus que 6. Elle pourrait en accueillir facilement 12. Mais là, vous verrez plus tard qu'on n'a besoin que de 11. L'école maternelle nécessitera, elle, quant à elle, quelques aménagements, puisqu'elle compte actuellement 3 classes, qu'elle est conçue pour 4 classes, et donc il faudra faire des aménagements pour accueillir tous ces enfants. Cette fusion, qui interviendra dès la rentrée scolaire 2023-2024, s'accompagnera d'une mesure de carte scolaire qui ne concernera que les nouvelles familles arrivant sur Vitrolles. Afin de préserver l'équilibre et le bien-être des enfants, l'ensemble des cohortes d'élèves inscrits au sein du groupe scolaire Paul Gauguin seront accueillis à la prochaine rentrée scolaire au sein du groupe scolaire Prairial, afin d'éviter des séparations d'amis, etc., des problèmes psychologiques. Donc il convient de mettre tous les enfants dans la même école, c'est-à-dire à Prairial. À la rentrée scolaire 2023, donc, d'après les projections d'effectifs qui ont été effectuées à la fois par l'Éducation nationale et par les services, le groupe scolaire Prairial comptera environ 300 enfants, c'est la fourchette haute, parce qu'il y en aura certainement moins, et en élémentaire, et 150 enfants en maternelle. Les moyennes d'élèves par classe ne seront pas impactées. Le futur groupe scolaire sera donc composé de 11 classes en élémentaire et 6 classes en maternelle. Ce projet, qui nécessite un accompagnement des enfants et des équipes concernées, fait l'objet de temps d'information et de concertation avec les parents, les enseignants évidemment, en lien avec les services de l'éducation nationale. Par ailleurs, l'inspecteur d'académie et l'inspecteur de l'éducation nationale ont été informés par courrier de cette démarche de regroupement. La fusion est soumise à l'avis des conseils d'école extraordinaires qui ont eu lieu les 8 et 9 décembre, donc qui se sont déroulés la semaine dernière, à laquelle nous avons assisté en tant que membre de la mairie. Et les 2 écoles ont émis des avis favorables. On peut donner les résultats des élections si vous voulez, c'est pas nécessaire. Par ailleurs, l'inspecteur d'académie et l'inspecteur de l'éducation nationale ont été informés, je l'ai déjà dit ça, non? Oui. À l'issue de cette concertation et conformément au Code de l'éducation et de la circulaire numéro 2003-104 du 3 juillet 2003, il est proposé d'effectuer la fusion de ces 2 groupes scolaires, Paul Gauguin et Prairial, à la rentrée scolaire 2023-2024. Merci, M. Mondoloni. Madame Cuillère. Juste pour ajouter que, malgré tout, fermer une école, c'est pas anodin. Et que... Aujourd'hui, ça s'impose à nous, mais que ça ne s'est pas fait de manière brutale, même si les délais ont été assez courts. Hein. Ça a été mûrement réfléchi, réfléchi depuis quelques années, M. Mondoloni vous l'a dit, sur comment rationaliser et surtout comment rendre intéressant, pétillant les projets qui peuvent se construire au sein des écoles. Les écoles qui deviennent toutes petites, c'est quand même la spécificité de Vitrolles, de très nombreuses écoles dans tous les quartiers et de petites écoles. Sur le centre-ville, ces petites écoles étaient en train de s'appauvrir en nombre d'élèves, puisqu'il y a des fermetures de classes chaque année. Il était encore prévu cette année de fermer
de par les effectifs, pas de par le choix de la ville. Les effectifs, il y a des calculs qui se font au niveau de l'éducation nationale. Une école en maternelle, à la maternelle Gauguin, une classe allait fermer. À l'élémentaire Gauguin, une classe encore allait fermer, ce qui perd de la dynamique et même une certaine difficulté pour les enseignants à mener des projets. Il y a des difficultés également de personnel au niveau de la ville. C'est compliqué de remplacer, de gérer, de laisser tout ça dynamique. Donc après cette réflexion-là et après avoir vu que c'était faisable, parce qu'il a fallu quand même consulter nos services et voir s'il était possible de fermer cette école Gauguin à la rentrée. Et vu que l'école prairiale était en capacité d'accueillir les enfants et qu'on était en capacité de les accueillir dans des meilleures conditions, nous avons pris cette décision-là. Parce que, également, de toute façon, il y a des raisons économiques qui nous ont menés à accélérer ce processus. Donc, c'est une fermeture, c'est triste, certes, mais c'est quelque chose aussi qui va se construire pour que avec les enfants, avec les enseignants, il y a eu des temps de concertation très nombreux. Nous avons concerté les 2 équipes enseignantes. Nous nous sommes concertés également avec les parents d'élèves élus de l'école Gauguin, avec les parents d'élèves élus de l'école prairiale, avec les fédérations de parents d'élèves. Nous leur avons expliqué nos choix. Il faut se rendre à l'évidence, l'école Gauguin ne se prête plus dans le centre-ville au vu de sa vétusté et de sa construction, de sa géographie, ne se prête pas vraiment à des enseignements innovants. L'école elle date des années 70, donc elle a une construction particulière qui ne se prête pas à un enseignement, j'allais dire, innovant et dans l'ère d'aujourd'hui. Donc d'où le choix d'aller sur l'école prairiale. Donc les projets vont se construire tout au long de l'année et la ville va être là pour accompagner les équipes enseignantes parce que c'est difficile de déménager, de vider les classes, d'atterrir dans une autre école qu'on ne connaît pas. Donc tout au long de cette année scolaire, on va les aider à se rencontrer. Ils vont monter des projets. Les enfants vont pouvoir se rencontrer parce que les enfants qui sont actuellement sur Gauguin, l'année prochaine, ils vont arriver dans une nouvelle école qu'ils ne connaissent pas. Donc toute l'année va être consacrée à ce projet de cohésion entre les 2 groupes scolaires pour que cela se passe au mieux et pour que tous les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions. Bien sûr, M. Mondoloni vous l'a dit, cela va nécessiter quelques travaux sur l'école prairiale, puisqu'il faut que la maternelle prairiale puisse accueillir 6 classes. Donc, tout est étudié en ce moment avec les services pour qu'à la rentrée, tout soit prêt pour les petits écoliers, puisque tous les enfants de l'école Gauguin peuvent venir sur l'école prairiale. Voilà. Des questions, des remarques, des observations. Monsieur Bossia. Oui, bonsoir. Alors, vous nous avez expliqué qu'il y a des écoles qui vont fermer pour des questions de rationalisation, des raisons économiques, des raisons éducatives, pour des raisons d'effectifs. Bon, très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais du coup, les locaux qui vont être libérés et la surface de terrain aussi qui va être libérée, est-ce que vous avez déjà une idée de ce que ça va devenir? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, d'abord pour revenir, un point de commentaire sur le sujet qui nous occupe. C'est pas des écoles qui vont fermer. En fait, là, on fait une opération sur une école et on estime sur du moyen long terme que ça rééquilibre l'offre scolaire sur le centre-ville qui était surabondante. Quand je dis surabondante, c'est que ça posait y compris des problèmes de maintien des équilibres de classe dans nos écoles du centre-ville, principalement sur les écoles Jean de La Fontaine, Paul Gauguin, Prairial et Plan de la Cour. Sur ces 4 écoles-là, chaque année, il y avait un équilibrage nécessaire pour essayer de préserver le plus de classes possible. Il se trouve que la démographie du centre-ville, ce n'est pas le cas sur tous les quartiers, mais la démographie du centre-ville, la démographie scolaire du centre-ville baisse de manière continue depuis une dizaine d'années. En fait, le centre de Vitrolles vieillit. Il y a de moins en moins d'enfants dans le centre de Vitrolles. Et donc, on a des locaux scolaires qui sont de plus en plus vides, de moins en moins nécessaires.
le dédoublement des classes de CP, CE1 et de grande section sur l'école Jean de La Fontaine, qui est en REP, ont conduit à retarder la rationalisation de l'utilisation des locaux. Mais maintenant qu'on a digéré cette mesure, on regarde la réalité de nos locaux. Je redis ce qui a été évoqué tout à l'heure. L'école Paul Gauguin présente plusieurs éléments de défaillance. C'est pas qu'elle soit pas réhabilitable, elle pourrait l'être, mais elle demanderait désormais des travaux lourds de plusieurs millions d'euros, à la fois pour assurer son isolation thermique, son étanchéité et surtout son accessibilité. Quand M. Mondoloni évoquait le fait d'avoir des écoles, des classes sur plusieurs niveaux, il n'est pas rare qu'on ait des écoles sur plusieurs niveaux, il y en a plusieurs à Vitrolles, mais il est très étonnant d'avoir des classes elles-mêmes sur plusieurs niveaux. Les classes maternelles sont sur 3 niveaux, c'est-à-dire qu'elles sont toutes dotées d'une mezzanine et d'un accès en contrebas où il faut franchir 2 marches pour pouvoir accéder à la cour de récréation. Comprenez bien qu'en petite section, c'est quelque chose qui est compliqué. Et qui plus est, elles sont équipées de toilettes dans la classe, ce qui est totalement désuet, on va dire, à minima. Quant aux classes de l'école élémentaire, soit elles sont à l'étage et de plein pied, soit elles sont au rez-de-chaussée et elles sont, elles, sur 2 niveaux différents. Monsieur Mondoloni parlait d'estrade, c'est impropre. C'est globalement le tiers de la classe qui est surélevé de 3 marches par rapport à l'autre partie de la classe, rendant la classe quasiment inutilisable dans sa configuration totale. Donc pour envisager, et je rajoute un élément, cette école est dotée d'un grand espace de hall. D'ailleurs, ceux qui tiennent les bureaux de vote le savent, qu'il y a un hall très généreux, mais que ce hall très généreux est inutilisable pour les activités de motricité, puisqu'il est d'abord grévé d'un gros espace d'escalier en plein milieu, et que toutes les classes donnent sur ce hall central, et que du coup, des activités de motricité dans ce hall sont gênantes pour l'ensemble des classes. Donc il y a plein de problématiques de conception sur cette école, qui nous amènent à privilégier l'abandon de cette école à l'avantage de Prairial. Ce n'est pas que Prairial soit parfaite, mais Prairial est plus simple en termes de conception, et ça nous permet de réorganiser les choses de manière beaucoup plus simple. La cour a été réhabilitée récemment, effectivement, végétalisée récemment. Pour répondre à votre question, que faire de Gauguin désormais, puisque l'école Gauguin sera désaffectée en septembre. Le souhait que porte la majorité, c'est que cette école soit démolie, le bâtiment soit démoli. On conservera évidemment la crèche Renoir qui est attenante, mais qui est un bâtiment indépendant. Pour le moment, les logements de fonction ne sont pas concernés par cette logique-là, mais l'école en elle-même sera démolie. Et nous souhaitons en profiter pour faire une opération de végétalisation et de perméabilisation du centre-ville, en reconnectant 2 parcs du centre-ville, le parc Saint-Exupéry et le parc désormais Olympe de Gouges, qui du coup pourront se retrouver connectés à travers la cour et l'emplacement du bâtiment de l'école Gauguin. Donc c'est bien ça la logique sur laquelle nous travaillons, qui permettrait à ce moment-là au centre-ville de Vitrolles d'être doté d'un parc, d'un espace vert de 3 hectares et demi en cœur de ville, et d'être restitué à l'usage des habitants du centre-ville. Donc voilà l'hypothèse sur laquelle nous travaillons. Elle interviendra néanmoins dans un second temps, puisque la priorité, c'est d'accueillir les enfants dans des bonnes conditions à la rentrée prochaine. Puis on va lancer, une démarche un peu participative, une étude un peu participative pour voir ce que pourrait devenir cet endroit. Alors peut-être dès cette année, dès cette année 2023, mais ça reste encore un peu sous réserve, mais pour projeter la suite. Et puis, une fois que l'école sera désaffectée, vidée, on mettra en œuvre ce projet progressivement. Voilà, pour compléter les propos qui ont été tenus. Nous avons
je veux saluer le travail de concertation qui a été mené avec les enseignants, les parents d'élèves, mais également les fédérations de parents d'élèves des deux écoles, les fédérations de parents d'élèves. Ils ont naturellement exprimé des craintes légitimes à la fois sur le déroulement du chantier, sur les opérations de déménagement, mais aussi sur l'équilibre de l'école à venir. On a bien conscience que c'est c'est un changement fort de situation et qui nécessitera un accompagnement important. Mais néanmoins, les deux conseils d'école, ça a été dit par M. Mondoloni, qui sont réunis la semaine dernière, ont tous les deux voté favorablement à ce projet. Les réserves sont un peu plus fortes du côté de Prairial, et elles se sont exprimées au conseil d'école. On a, pas l'unanimité, mais une très très large majorité sur le groupe scolaire de Gauguin, qui est le plus impacté par la décision que nous vous proposons de prendre ce soir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des informations complémentaires, et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. On en parle après. Je vous remercie. Le point 26, M. Mondoloni l'a évoqué tout à l'heure, il s'agit du coup de mettre à jour notre carte scolaire pour faire très simple, le détail était dans le dossier, mais pour faire très simple, le sud de l'ancien secteur de Gauguin va être affecté sur l'école Jean de La Fontaine et le nord de l'ancien secteur de Prairial va être affecté sur l'école Plan de la Cour afin d'équilibrer dans le temps l'effectif entre ces trois écoles. Ça a été évoqué aussi, cette opération ne concerne pas les élèves aujourd'hui scolarisés et elle ne concernera pas non plus les fratries. C'est-à-dire que tant qu'il y a un enfant dans l'école, le petit frère ou la petite sœur est accueilli dans la même école. En revanche, tous les nouveaux inscrits qui n'auraient pas cette fraternité dans l'école seront affectés sur la nouvelle école, pour principalement le secteur des Plantiers, qui sera affecté sur La Fontaine, et le nord du secteur Prairial, c'est-à-dire boulevard Marcel Auchet, ce secteur-là sera affecté sur Plan de la Cour. Des questions, des observations? On passe au vote. Je vous remercie. La 27 concerne un partenariat avec la DIMEF, il s'agit de la direction des maisons de l'enfance. Vous savez ou pas d'ailleurs, qu'une maison de l'enfance qui est sous compétence du conseil départemental est installée boulevard Marcel Auchet, qu'elle accueille des enfants de manière temporaire quand ils sont, placés, pris en charge et sortis de leur famille pour des raisons qu'on ne connaît jamais d'ailleurs, et tant mieux. Mais par mesure de justice, et donc il passe entre 1 et 6 mois dans cet établissement situé sur le boulevard Marcel Auchet. Et on vous propose de passer une convention globale avec la direction de maison de l'enfance afin de faire profiter à ces enfants le temps où ils sont là de nos dispositifs de manière un peu dérogatoire, c'est-à-dire que évidemment que les règles qui s'appliquent à tous, qui sont de l'inscription annuelle ou des choses comme ça, ne pourraient pas s'appliquer à la situation de la DIMEF. Or, ce sont des enfants qui en ont particulièrement besoin. Donc, on vous propose de délibérer cette convention de partenariat. Des questions, des observations? On passe au vote. Je vous remercie. Donc on passe à la 28, dont la convention nous est arrivée tardivement, mais que nous pouvons passer ce soir, qui concerne la convention tripartite le renouvellement du projet éducatif territorial, sans doute pour la dernière année, et le financement du plan mercredi à travers cette convention tripartite. Y a-t-il des questions, des observations? On n'a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert.
Je vous remercie. On passe aux délibérations culture. Avec la point 29, qui est une convention cadre de partenariat culturel pour l'accès aux tarifs solidaires pour l'ensemble des structures qui œuvrent dans le champ de la solidarité et qui puissent faire bénéficier à leurs bénéficiaires, excusez-moi du pléonasme, du tarif à 2 € que nous avons mis en place. Des questions, des observations ? C'est une convention cadre, ça veut dire qu'elle pourra, le cas échéant, s'appliquer à d'autres partenaires qui en feraient la demande. On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 30 est une convention de partenariat avec la société de production Les Films de Force Majeure pour la mise à disposition de la résidence, enfin du logement au-dessus de l'ancienne école de filles, à titre gratuit pour un atelier d'écriture sur un prochain long métrage de Romuald Rodriguez Andrade, qui est notre cher réalisateur vitrolais. À ce titre d'ailleurs, je vous invite à aller trouver sur Internet ou sur les chaînes de vidéos à la demande, son court-métrage qui s'appelle Le Jour de Gloire, leur court-métrage, puisque c'est un co-écrit avec Ludovic Pietz. Mais donc en l'occurrence, il s'agit d'un projet à venir. On vous propose de délibérer pour leur mettre à disposition gratuitement le lieu. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. Passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 31 concerne le cinéma des Lumières et une convention de partenariat avec l'association Evoé pour la mise en place d'ateliers théâtre à l'écran, c'est-à-dire la diffusion sur écran d'une pièce de théâtre accompagnée d'un atelier qui est dispensé par Evoé. Des questions, des observations à destination des scolaires. On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. La 32 et la 33 concernent les conventions de mandat de vente de billets avec Ticketnet pour la 32 et un renouvellement avec France Billets pour la 33. Des questions, des observations? On passe au vote. 32 tout d'abord. Le vote est ouvert. Unanimité. Et même tarif pour la 33. Le vote est ouvert. Monsieur Ferral, s'il vous plaît. Unanimité. Je vous remercie. La 34, c'est un renouvellement de la convention qui nous lie au collège Simone de Beauvoir pour la saison 22-23 et l'accès au spectacle proposé par la ville à Fontblanche et à Guy-Aubineau. Des questions, des observations? Passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Merci. La 35 concerne le pôle médiathèque et l'accueil des manifestations organisées par la métropole pour l'année 2022-2023 dans le cadre du programme Lecture par Nature. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. La 36 concerne le conservatoire de musique et de danse et une convention avec les ballets Prège-Locage pour des ateliers de sensibilisation à la danse. Des questions, des observations?
ferai une observation générale à l'issue des... maintenant, une fois qu'on aura voté. On passe au vote. Vote ouvert. Avenir Session. Donc c'est pas sa délégation. Oui, juste à l'issue de ces délibérations culture, juste un commentaire pour saluer le travail qui est fait par l'ensemble des pôles de la culture et par les élus qui les chapeautent, qui les accompagnent, pour à la fois diversifier nos partenariats avec des partenaires de renom, des institutions même de notre territoire, et également travailler à la diversification et à l'accueil de tous les publics vitrolais, en allant chercher ceux qui sont parfois le plus éloignés des propositions que nous pouvons faire. C'était l'objet de délibérations qui visaient les tarifs sociaux et les partenariats avec les acteurs sociaux. Et je veux saluer ce travail-là. C'est un travail complexe, long. Le travail avec les établissements scolaires, notamment dans le secondaire, est aussi un travail complexe. Et la direction de la culture, dans tous ces pôles, ils travaillent de manière constante et avec des résultats remarquables. Donc c'est l'occasion de le souligner. On passe à la 37, qui est une convention purement technique, une servitude sur une parcelle de la ville pour Enedis afin de réaliser un raccordement électrique. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. La 38, désaffectation et déclassement du terrain cadastré, section BR 282P, issu du domaine public. C'est un bout de parking à Cocadis, en vue d'une vente pour y établir une maison individuelle, et après enquête publique qui a émis un avis favorable et pas de réserve de la part des riverains. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Parce que c'est assez clair, n'hésitez pas, on peut développer. On passe au vote. Vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. La 39, c'est un peu la même histoire. Elle est un peu plus complexe. Elle concerne l'allée des Rastoubles dans le secteur de la ferme de Croze, où il s'agit pour nous de déclasser un petit bout d'espace public afin de pouvoir l'échanger avec le propriétaire de la parcelle voisine contre les places de parking qui sont aujourd'hui ouvertes au public mais qui appartiennent au privé. Donc on récupère les places de parking pour les laisser dans le domaine public, pour les intégrer au domaine public. Des questions, des observations? On passe au vote. Vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. La 40, il s'agit des subventions communales à la réalisation de travaux de réfection de façade pour 2022 et la suspension de ce programme pour 2023. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Il n'y en a pas, on passe au vote. Ah, Monsieur Sanchez, excusez-moi. Madame Orbelli va vous répondre. Alors, on annule le vote, on fait le débat et on votera après. Ça arrive, ça arrive. Il y a un micro ici. Voilà, je vous remercie, monsieur le maire. Sur ce dispositif, c'est un dispositif qui est relativement ancien. Il se trouve qu'on l'arrête cette année à partir du 15, en sachant qu'il y a un périmètre qui était un périmètre spécifique, puisqu'on est surtout autour du village. Est-ce que ça veut dire qu'il s'arrête dans cette forme? Oui, sachant que la métropole reprend ces thématiques et qu'il va falloir regarder quels sont les nouveaux critères et les nouveaux périmètres qui vont émerger. Ça veut dire qu'il y aura un accompagnement qui se fera, mais ça sera en direction de la métropole. Donc on solde ce dispositif
en attente de voir le prochain que la métropole va mettre en place et les critères qui vont être attribués à ce dispositif à venir. Voilà, Monsieur Sanchez. Pour compléter, c'est une initiative initiale du Pays d'Aix, à l'époque où nous étions, où ça existait, et sur laquelle la ville venait en concours du Pays d'Aix. Le Pays d'Aix étant, enfin, la communauté d'agglomération étant le principal financeur de ces opérations. Le Pays d'Aix n'existe plus, la métropole retravaille ses politiques habitat et on ne sait pas encore, pour 2023, comment la métropole envisage de financer ces opérations façades, si elle envisage de les financer. Et donc on ne souhaiterait pas se retrouver avec des dossiers démarrés, montés, avec des demandes de subventions qui nous arrivent et sur lesquelles on se retrouverait sans certitude d'obtenir les crédits de la métropole. Donc on préfère suspendre le dispositif et attendre que la métropole ait accouché de sa stratégie habitat et notamment sur les centres anciens. On passe au vote. Le vote est ouvert. Monsieur Bossia, Madame Amou. Unanimité. Je vous remercie. La 41, il s'agit des conventions de la première délibération pour les conventions annuelles pour les associations subventionnées à plus de 23 000 € pour 2023. Elle est afférente au point 42 parce qu'effectivement, nous avons un certain nombre d'associations qui font l'objet d'une avance de subventions qui implique qu'elles seront financées à plus de 23 000 €, d'où les deux délibérations qui sont liées. Du coup, la 42, vous y retrouvez les avances de subventions pour 2023 pour les principales associations employeurs du territoire vitrolais. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote sur la 41 puis sur la 42. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Et la 42. Le vote est ouvert. Je vous remercie. La 43 concerne la mise à disposition gratuite de la salle Obino pour les manifestations de fin d'année du comité des œuvres sociales de la ville de Vitrolles. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Monsieur Sanchez? Il faudrait peut-être le voter avant, du coup, parce qu'il y a deux événements qui sont passés. Oui, effectivement. Mais en fait, il n'y a pas de problème, en fait. Si jamais le conseil décidait de ne pas accorder la gratuité, nous émettrions à ce moment-là un titre de recette à l'endroit du COS sur les manifestations qui se sont produites. On peut passer au vote? Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Il ne mettra donc pas de titre de recette. 44, association foncière de remembrement. Il s'agit de désigner un nouveau membre suite au décès de Monsieur Noël Barra. Et on vous propose de désigner Monsieur Jacques Arnaud. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. La 45, qui est de la rédaction la plus copieuse de ce soir, puisqu'il s'agit de la mise en place de la procédure de rappel à l'ordre dans le cadre de notre stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance. Pour mémoire ou pour information, la procédure de rappel à l'ordre est une autorisation qui est confiée par le procureur de la République
au maire ou à son représentant pour, sur des délits ou des faits mineurs qui ne font pas l'objet d'une plainte ou qui ne font pas l'objet d'une procédure, pour pouvoir convoquer le contrevenant, pas forcément que mineur, mais le contrevenant mineur et sa famille, afin de redire le droit et de ne pas laisser les choses aller sans rappel à l'ordre. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Ça fait l'objet d'une présentation au Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et avec un avis favorable de l'ensemble des participants et naturellement du procureur de la République d'Aix-en-Provence qui en la matière est le délégataire. Pas d'observation, on passe au vote. Madame Chauvin, s'il vous plaît. Je vous remercie. La 46 est donc retirée. C'est bien regrettable parce qu'elle concernait la convention cadre des centres sociaux, mais cette convention cadre n'est pas stabilisée. Il y a un débat actuellement qui fait rage sur le financement et les moyens alloués aux centres sociaux, à la fois par la caisse d'allocation familiale et par les collectivités, et premier lieu par le conseil départemental. Donc tant que les choses ne sont pas stabilisées, cette convention cadre ne peut pas décemment être présentée. Et donc nous espérons pouvoir la présenter au prochain conseil, puisque la vie quotidienne des centres sociaux, des 3 centres sociaux installés à Vitrolles, dépend de cette convention. On passe au 47. Fascinant dossier d'exploitation de la concession de la fourrière animale. Et il est proposé, de la fourrière automobile, excusez-moi. Et il est proposé de renouveler le délégataire à Manric sur la fourrière automobile. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Nous n'avons pas reçu ce soir de questions orales pour conclure notre conseil, donc nous avons épuisé l'ordre du jour. Nous nous retrouverons pour notre séance du débat d'orientation budgétaire pour la Chandeleur le 2 février. D'ici là, je vous souhaite à tous et toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous invite à être présents nombreux vendredi soir à l'occasion de la parade des lanternes et des spectacles qui suivront, qui partent de la médiathèque, et de renouveler, pour ceux qui auraient raté l'information, le fait que le feu d'artifice qui devait être tiré pour le marché de Noël sera tiré le 1er janvier au soir, au pied sur le rocher, comme il aurait dû l'être début décembre, et que le 30 décembre au soir, on accueille aussi sur le parvis de l'hôtel de ville un magnifique concert de gospel avec de nombreuses choristes. Je crois qu'il n'y a que des femmes, mais je vous invite à noter ça sur vos tablettes ou à suivre l'actualité municipale afin de pouvoir vous y rendre. Bonne soirée à tous, bonne fête à tous, la séance est levée.